Merci d'être venus si nombreux à cette conférence. Je suis Agnès Rousseau, je suis journaliste pour le site d'information indépendant Basta Mag. Cette soirée est organisée par 350.org, Attac et les éditions Actes Sud en partenariat avec Basta et Mediapart, à l'occasion de la sortie en France du dernier livre de la journaliste et essayiste Naomi Klein, Tout peut changer, capitalisme et changement climatique. Comme vous le savez sans doute, Paris accueillera en décembre 2015 la future conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Et ce sommet international sera une étape décisive après plus de 20 ans de négociations internationales sur le climat. Et ce sera surtout un moment important de conscientisation et de sensibilisation à ces enjeux en France. Les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Les pays pollueurs renoncent à toute politique ambitieuse. Et nous, citoyens, on les regarde capituler, sans doute trop accaparés par d'autres problèmes individuels et collectifs que nous jugeons plus urgents. Nous savons ce qui se passe, nous savons ce qui va arriver si nous ne faisons rien, nous savons aussi ce qu'il faut faire, du moins dans les grandes lignes, même si tout reste à construire, et nous avons les moyens de le faire. Les États européens n'ont-ils pas mobilisé un tiers du PIB européen en 2008 pour sauver les banques ? Ils ont fait un chèque en blanc aux banques, qui heureusement ne l'ont pas utilisé. Si on l'a fait pour sauver notre système financier, pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour faire face aux plus grands périls auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés? Le livre de Naomi Klein est un livre d'alerte. Il invite à sortir du déni, à faire face à ce problème que l'on considère souvent comme trop abstrait ou trop lointain. Il invite à comprendre ce déni et à comprendre le lien entre notre système capitaliste, l'exploitation de notre monde et le changement climatique. Il pointe l'immense responsabilité de notre génération, une responsabilité à laquelle nous aurions sans doute préféré échapper. Ça pourrait sembler écrasant, voire un peu flippant, mais le livre de Naomi Klein est aussi un livre d'espoir. Il montre à quel point ce qui nous attend peut être exaltant. Comment la crise du climat peut devenir un précieux catalyseur dont le monde a tant besoin. Il ne s'agit pas seulement d'adapter nos comportements individuels, il nous revient de susciter la plus importante mobilisation de tous les temps, de repenser le monde, de poser les bases d'une nouvelle civilisation. De quoi donner du sens à nos engagements, à nos mobilisations et à nos vies. La bataille pour la transition, pour la transformation radicale de nos sociétés a commencé. Les mobilisations sociales pour la justice climatique ont ouvert la voie. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que nous avons besoin de convaincre qu'il n'est plus possible d'attendre et de tergiverser. C'est maintenant que nous avons besoin de souffle et d'inspiration. Nous espérons que cette soirée y contribuera. Nous allons laisser la parole à Naomi Klein dans un premier temps, puis nous aurons quelques intervenants, Jacques Lingard de Mediapart, Maxime Comte d'Attac et Geneviève Azan, également d'Attac, qui remettront aussi les choses en perspective par rapport à la situation française. Je vais laisser 2 minutes la parole à la personne d'Attac Campus et je voudrais juste en préalable remercier l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui nous accueille aujourd'hui. Merci, bonsoir à tous. Je vais juste vous dire quelques mots d'Attac Campus, plus spécifiquement pour les étudiants, puisque en lien avec ce dont on vient de parler et ce dont on a plus largement parlé, Attac Campus souhaite construire la mobilisation dans les universités. Et donc on invite tous les étudiants à nous rejoindre et on va faire circuler des feuilles pour que vous puissiez vous inscrire si vous avez envie de participer à ça avec nous et à organiser d'autres événements dans les universités sur la question. Alors, I'm going to have to speak in English, and I apologize for that. I first want to thank all of the organizers, all of the wonderful groups that came together to make this evening possible. And also I want to extend a big thank you to my wonderful publisher, Actes-Sud. I'm going to try not to speak for too long, so that you don't have to listen to too much English. And then we'll have more of an exchange after. So I wanted to start by talking a little bit about the title that I chose for this book.
which was actually quite difficult. We went through many, many titles and changes, and it wasn't like my first book, No Logo, which I had the title before I'd even written a word. This one was hard. What I ended up with in English, This Changes Everything, and a similar but slightly more hopeful title in French, Tout peut changer, is really a decision about where to start the conversation about climate change in 2015. Because when we talk about climate change today, we need to start from the premise that there are no non-radical options left on the table because we have waited so long, because we have allowed the crisis to deepen and worsen for 2.5 decades. That changes the nature of the discussion. If we stay on the road we're on, a road that is sometimes called business as usual, then that changes everything about our physical world. That is what our most conservative institutions tell us. This is not a wild conspiracy. This is what we're being told by the World Bank, by the International Energy Agency, by PricewaterhouseCoopers. What they say is that the road we're on leads to 4 to 6 degrees Celsius warming above pre-industrial levels. Our own governments defined dangerous climate change as 2 degrees, and that was an extremely controversial target when it was adopted in Copenhagen. That level of warming that we're headed towards will make our world unrecognizable. And climate scientists are not able really to predict with any certainty what a 4-degree warming world looks like. But they say things like that they're not sure it is compatible with organized life. Now, it's not too late to avoid that catastrophic outcome. But because we have waited so long, and because we have allowed our emissions to rise for so long, achieving that change requires so much change to our political and economic system that it's really revolutionary. So we face radical change one way or another. This is obviously very difficult for our political and economic elites to accept. Which is why they're in a kind of a time warp when they talk about climate change. And their discourse hasn't changed as the problem has worsened. So what we hear from our elites is still this language of gradual change that you'll barely notice. And that is what is so worrying, really, about the climate summit in Paris in coming months, because it is locked within that framework of denial. Now, this is not an apocalyptic book. This is not a book filled with bad news and scary statistics. And the reason for that is that this political and economic system that we must change in the face of climate change is failing us on multiple levels with or without climate change. And what I'm arguing is that climate change can and must be the catalyst to introduce changes that we should introduce anyway, because we have a system of grotesque inequality and social injustice within our countries and between our countries. But the question that our politicians continue to ask is, how can we change without changing? And that's a quote from Arundhati Roy. And I think maybe one of the best examples of that question comes from your foreign minister, who explained that there was going to be an agreement in Paris, but an agreement that hampers growth will not be accepted. And there is an echo of a statement made by George Bush Sr., the father of George Bush, in 1992, during the Rio Earth Summit. When Bush went to Rio and the government signed the original UN Climate Convention, but George Bush Sr. very famously said, "I will go to Rio, but the American way of life is not up for negotiation." And indeed it was not up for negotiation, and that way of life was protected. And in the years since the Rio Earth Summit, it has been systematically exported to every corner of the globe, including the most populous nations.
the result of which is an increase in emissions of more than 60%. So the argument I make in the book is that if we want to understand why we have failed so catastrophically to rise to the challenge presented by climate change, the best explanation really is this fact of historical bad timing. By which I mean that this challenge landed on the laps of our governments at the worst possible moment in human evolution, that moment being the late 1980s and early 1990s, the ascendant moment of the neoliberal project. So it's not only that this American way of life was being exported under the banner of globalization, this very, very wasteful model of both consumption and production, because of course the globalization model, what was really at its heart, was the liberation of capital to seek out the cheapest possible means of production, to devalue production as much as possible. And we knew at the time that that meant seeking out the cheapest labor and the most exploitable labor on the planet. But I think what we understood less was that it also meant seeking out the cheapest everything on the planet, and the cheapest energy is dirty, deregulated coal. So when we see images of people in Beijing choking on their version of economic growth, children of 4 years old, 6 years old, going to school and preschool with masks over their faces, decorated with cartoon characters, this is the result, the direct result of that economic project. That is not something we can separate ourselves from. We are intimately entwined in that process. In the book, I quote a Swedish academic named Andreas Malm, and he just wrote an essay in which he described climate change as the atmospheric expression of a class war. So, on the one hand, emissions rise. On the other hand, this ideology, which in France was sometimes described as the pensée unique, advanced a set of policies that were uniquely incompatible with the things that our politicians should have been doing in the face of the climate crisis. Now, we all know what these policies are. It's boring to even list them, but they are privatization, deregulation, cuts to the public sphere, sometimes called austerity, low taxes for the rich and corporations, all locked in under corporate free trade deals. So what I do in the book is go through how each of these pillars of the ideological project present a direct barrier to the kinds of actions we need in the face of the climate crisis, and together form this kind of a immovable wall. And this has been masked by the depoliticized discourse around climate change that has been championed for far too long by large green groups that say that this is not about the left and right, not about ideologies, we're all in this together. No, we're up against a logic, we're up against a system, it has a name, and we need to name it, and we need to unmask it, and we need to confront it. So I'm going to very quickly go through these policies, because I want to have lots of time for discussion, but think about it. Privatization, okay? So in these very years, the 1990s, these key years when our governments are negotiating the Kyoto Protocol, are negotiating a path towards emission reduction, they're selling our energy systems, our airlines, our rail systems, our public transit. All of these sectors have fossil fuels at their heart. If you are going to have an energy transition, it's very useful to actually maintain power over those sectors. It doesn't mean they're going to be low carbon, but at least it gives the tools in order to change. And interestingly, where you see this most clearly actually is Germany. And it's slightly ironic, or very ironic, because Germany has been prescribing brutal austerity on the countries of Southern Europe, and that is forcing privatizations of rail systems, of energy systems on countries like Greece and Spain and Portugal, not just countries of Southern Europe. So, but meanwhile,
in Greece, meanwhile, in Germany, there has been this quite amazing process called Energiewende, where Germany has been transitioning its energy system very quickly towards renewable energy. But this has only been possible because in hundreds of cities and towns, residents have voted in movements from below to take back their energy grids from the private companies that took them over in the 1990s. So you also have an obvious conflict with the logic of deregulation, that in this era, the political fashion was to cut back government regulations to liberate capital. And that is why, when it came time to develop a mechanism for regulating carbon, instead of actually regulating carbon, putting clear caps and imposing clear penalties, the US pushed this model of emission trading, creating a carbon market. Now, interestingly, when the Kyoto Protocol was being negotiated, European governments, including the French government, strongly resisted the idea of creating a carbon market and said that this would be akin to leaving the climate crisis to the law of the jungle. Now, Europe lost that power struggle because they wanted the US to sign the Kyoto Protocol, so they gave up. The US didn't sign the Kyoto Protocol, and Europe became the laboratory for the disaster that is emission trading. Now, obviously, the pillar of the neoliberal project that is the attack, the endless attack on the public sphere that you, of course, experience here so directly in France, even here so directly in your public universities, that is incompatible with the sorts of huge investments that we need to make in the face of this existential crisis. Obviously, if we are going to take this crisis seriously, we need to invest in the public sphere to transform our energy systems. But also, we need to invest massively in public transit. And if we want people to use it, it should be free. And this is something that we see very clearly in Paris, where when it is facing an air pollution crisis, suddenly public transit is free and people use it a lot more. Obviously, this is an expensive process, and that's where the pillar that tells us that we can't increase taxes on the rich, that we can't take the profits of industries that are waging war on life on Earth, that we can't increase taxes on speculation, and the rest of it becomes a huge problem because we have to raise the capital for this project, and we're told that's impossible. So the other piece of the pillar, that I mentioned is free trade, these free trade deals. And this is very important to focus on right now because there are a couple of very big and very dangerous free trade deals on the table, TTIP being the largest one, but also the free trade deal with Canada and the European Union and the TTIP. And we're fortunate to have people from ATTAC who are really at the forefront of this fight, and you're going to hear more about it. So I have a chapter in the book about how these deals, the ones that have already been signed, are being actively used against precisely the type of policies that we would want our governments to adopt. So I'll give you one very concrete example that I think is very relevant to this country, which is that in Canada, the province of Quebec passed a moratorium on fracking. This was a huge popular victory. It was hard won. It was a movement victory. And now that victory is being challenged under the North American Free Trade Agreement, NAFTA, by an American company that says it violates its right to frack under the St. Lawrence River because NAFTA contains this investor rights provision, and this is precisely the provision that groups like ATTAC have been focusing on in these new agreements. But this is not the only problem. We've had cases at the WTO, at the World Trade Organization, where
governments that are subsidizing their renewable energy industries in ways that we should actually celebrate, especially countries like India and China, because we want these countries to leapfrog over fossil fuels, are being challenged at the World Trade Organization, and this is being basically called protectionism and illegal. So, the irony, of course, is that these same governments go to summits like the one that will take place in Paris in a few months, and they will accuse each other of not being ambitious enough and not cutting emissions enough. But then much more powerful wings of those same governments will use free trade deals to essentially knock down each other's windmills, which is insane, and why we can't have any more of these deals. So, from what I've said so far, you might conclude that really we have a conflict between neoliberalism and the climate. And all we need to do is get back to the form of capitalism that we had before the neoliberal period, and everything would be fine. Because what scientists are telling us, what leading scientists are telling us, is that if we want to keep temperatures below 2 degrees, we need to be cutting our emissions by around 10% a year starting yesterday. That kind of cut is possible, but it is not compatible with an economic system that has the growth imperative at its center. So we are facing a direct conflict between capitalism and the climate, capitalism and the natural systems that support life on Earth. So my friends in the environmental movement sometimes take me aside and say, Naomi, this climate problem was big enough. Did you have to make it about capitalism? But here's the thing. If everything was working fine with capitalism, except for the small matter of rising sea levels, we would be well and truly cooked. But that is not the case. That economic system is waging war on life on every front, and we know it. Our problem is not that we don't know it, our problem is that we aren't connecting the dots. We aren't building a coherent movement that brings together all of these different fronts of the same struggle, the same battle. So what gives me hope is that there is a new kind of climate movement on the rise. It is a movement that understands the stakes in this struggle and that is willing to fight. We see this in the rise of the fossil fuel divestment movement, which is gaining ground here in Paris. We see it in the global rise of what in the book I call blockadia, all of these fronts where people are resisting extreme extraction, whether it's fracking or tar sands or mountaintop removal, coal mining. These are movements that are really going after the source of the problem, and at the same time are advancing alternative ways of living, alternative ways of being on this planet. One of the best quotes in the book comes from my friend John Jordan, who's here tonight, who's an incredible activist and theorist and dear friend, who talks about resistance and alternatives being the twin strands of DNA. And more, I think our movements are realizing that and acting. So at the same time, as this new climate movement is on the rise, and we saw it on the streets of New York this past September when 400,000 people marched. You're going to have to do better than that. But at the same time, the movements against austerity are also on the rise, particularly here in Europe, with the electoral victory of Syriza, the rise of Podemos in Spain, and Blockupy across Europe. So this is a moment, and the fact that the climate summit is happening in Paris is a huge opportunity for all of these movements to come together and for us to have a single conversation about the world we so desperately need. So since Wall Street collapsed 8 years ago, you have been told, we have all been told, that climate change is an issue that we can no longer afford to care about. That first we have to deal with the crisis, and then we can deal with the environment. That has it exactly backwards. Responding to the climate crisis
rising to our historical moment and our profound historical responsibility is the way out of the economic crisis, is the only way out. It lights the pathway for us and shows us how we can create millions of well-paying jobs. And I'm not just talking about green jobs in the traditional sense of putting up solar panels. I'm talking about all of these parts of our economy that are already low carbon and are under systematic attack. These are sectors like all of the caregiving professions, overwhelmingly dominated by women and immigrants, low-paid work, unpaid work that needs to be recognized, including recognized through a mechanism like a basic income. In responding to the climate crisis, we can also see how we can revolutionize our public and privatized sectors, not just by resisting privatization, but by building a radically more decentralized, cooperatively owned energy systems, transit systems, and redefine democracy for a new age. We obviously need to do the same in our agriculture system and the movements in France, which France has one of the most vibrant local food movement in the world, needs to be at the center of this conversation of what a grassroots, democratic, empowering response to climate change looks like. So we can talk more about the details later on. But there's a group in the United States called Movement Generation, and they're in the Bay Area of San Francisco, and they've organized communities of color, people of color, and engaged them with the climate issue. And they have a slogan. The slogan is, transition is inevitable, justice is not. So in 9 months, we're going to have a conference here in Paris, and there's going to be a vision for change that is proposed from on high. A vision of transition that is going to be about nuclear energy, that is going to be about privatized water, that is going to be about GMOs. And it is absolutely critical that we spend the months between now and then getting extremely clear on what justice looks like, because it doesn't look anything like that. Thank you. Naomi, pour cette intervention. Je vais laisser la parole à Maxime Comte d'Attaque et à Jacqueline Garde de Mediapart pour quelques minutes pour une petite mise en perspective sur la situation française et les mobilisations qui se préparent. Et on a reçu beaucoup de questions, donc on va engager ensuite l'échange avec Naomi à partir de vos questions. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Je ferai rapide. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'intervenir après Naomi. Sur ce livre important, vraiment, je le pense, tout peut changer, qu'il faut vraiment avoir lu le plus possible d'ici la fin de l'année, parce que c'est une contribution, je pense, majeure, à la fois au lien entre le capitalisme et les dérèglements climatiques, mais aussi à ce que implique la lutte contre le dérèglement climatique en termes de quel rapport on a à la vie, aux enfants, à la nature, aux espèces. Et c'est pour ça aussi un livre profondément émouvant. Et voilà, il a toutes ces qualités-là réunies en un seul ouvrage. Il y a cette idée forte que tout peut changer, qu'explique Naomi. Tout peut changer à cause et grâce, comme elle l'explique, au climat. Tout doit changer, mais force est de constater qu'aujourd'hui, tout ne change pas encore. Et qu'il existe une dichotomie intense et chaque jour plus choquante, je trouve, entre d'un côté le savoir que nous avons aujourd'hui sur le dérèglement climatique, ses causes liées à l'activité humaine, dichotomie avec l'existence d'alternatives concrètes dès aujourd'hui disponibles, alternatives concrètes au modèle de développement et de croissance que nous connaissons, et en même temps la réalité des décisions prises tous les jours par la puissance publique, par les industries,
par le monde de la finance, mais par nous-mêmes aussi, individus. Ce hiatus est si énorme qu'il pose un double problème. Non seulement cela ralentit considérablement la réduction des émissions de gaz à effet de serre dont nous avons besoin aujourd'hui, et donc ça ralentit la lutte contre le dérèglement climatique. Mais je crois que cela a un autre effet extrêmement problématique, qui est la création d'un effet d'irréalité. Un effet d'irréalité qui est catastrophique. Pourquoi? On dit qu'il faut changer de paradigme, mais on continue avec le business as usual, comme l'a très bien expliqué Naomi. Et donc, cela relativise l'urgence, et ça la décrédibilise d'une certaine manière. C'est une véritable dissonance cognitive. Et cette dissonance est aggravée par les déclarations politiques qui prétendent à tort faire de l'action contre le dérèglement climatique une priorité. Elles ajoutent de la confusion, ces déclarations, là où on aurait besoin de clarté et de transparence sur les arbitrages. Et donc, le cas de la France, en tant que pays président de la COP21, donc du sommet climat qui aura lieu à la fin de l'année, me paraît exemplaire de ce déni de réalité. Il y a pléthore d'exemples de contradictions. Je fais une liste très rapide. Blocage sur la fiscalité écologique, par exemple. Donc la contribution climat-énergie, l'écotaxe, je ne vous fais pas un dessin. Le soutien aux énergies fossiles, les mille et un obstacles au développement des éoliennes, le mépris généralisé pour tout ce qui est maîtrise de l'énergie et action d'efficacité énergétique. Mais il y a un domaine où c'est plus spectaculaire, donc où ce déni de réalité est plus spectaculaire, parce qu'il est à la fois plus visible, et surtout parce que finalement, il se passe tous les jours, en France, à tous les échelons de l'action publique, c'est la politique d'aménagement du territoire. Si on prend l'exemple de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le Center Park de Roibon, mais aussi, en fait la liste est longue, Lot-et-Garonne et ailleurs, l'emprise des chantiers de lignes à grande vitesse. Un autre exemple, le projet de Technopole à Sainte-Colombe-en-Brullois près d'Agen. 300 hectares de terres agricoles, plus les hectares qui correspondent aux différentes voies routières et ferroviaires pour y conduire. Le Grand Paris, dont on discute aujourd'hui, le chantier pharaonique du Lyon-Turin. La commande publique, bien souvent en partenariat avec le privé, programme chaque année la destruction de milliers d'hectares de terre. Alors pourquoi c'est un problème? Et c'est quoi le lien avec la discussion qu'on a ce soir? Évidemment, ces chantiers ont pour conséquence le saccage de zones humides. Ça a été beaucoup dit sur Notre-Dame-des-Landes, ça a été beaucoup dit sur le projet de barrage de Sivens. Donc des zones humides qui sont nécessaires à la préservation de l'eau, de la fraîcheur et de la biodiversité. Déjà, c'est pas rien en soi. Le saccage de terres agricoles, ensuite, soit en activité, soit potentiellement agricole. Les destructions d'espèces, mais aussi la poursuite d'un modèle. La poursuite d'un modèle en faillite, avec cette course permanente à la création de zones d'activité qui, en réalité, créent peu d'emplois, créent des emplois souvent peu qualifiés et peu rémunérés, et même en détruisent, cas typique des grands centres commerciaux. Et donc, c'est une vision déconnectée de l'activité humaine. Et c'est vrai que le symbole des bulles des Center Parks est pour ça absolument extraordinaire. Il est d'une bulle comme ça où on va s'extraire, on va partir en vacances dans la nature, mais sans la nature, et surtout séparé de la nature, une sorte de folie comme ça, un peu postmoderne. Mais on a aussi l'exemple d'un projet de piste de ski artificielle en banlieue parisienne. Tout est possible. Un golf dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, la liste est longue. Qui illustre une vision, au fond, anthropocentrique, consumériste et complètement prédatrice de l'écosystème. Et donc, ce n'est pas simplement un problème de grands projets inutiles, c'est la continuation d'un ordre économique et administratif, comme s'il se justifiait en lui-même de manière autonome, sans avoir à rendre de compte à personne. C'est-à-dire comme si toute la discussion qu'on a depuis une heure n'existait pas, que le dérèglement climatique n'existait pas, les injustices n'existaient pas, on continue pareil. Et comme si donc ce système-là d'aménagement du territoire
obéissait finalement à une raison supérieure et que le reste du monde n'était qu'une affaire secondaire d'intendance. C'est tout le sens du mouvement des ZAD qu'on a aujourd'hui fortement en France de dénoncer ce système. Et donc, quand on entend François Hollande, Manuel Valls ou Ségolène Royal clamer que 2015 est l'année du climat, que c'est une grande cause nationale, en réalité, sous leur direction, se prennent tous les jours les décisions contraires. Et sans doute celui qui a le mieux résumé cet état d'esprit, cette idéologie au fond, est André Valigny. Vous voyez André Valigny, conseiller général de l'Isère, secrétaire d'État à la réforme territoriale, donc il est quand même membre du gouvernement, qui a expliqué en début d'année, à propos du projet de Center Parcs à Roigon, je cite, « Pour que la France reste la France, nous devons continuer à construire des aéroports, des barrages, des autoroutes, des lignes de TGV, des équipements de tourisme. Pour que la France reste la France. » Et donc, en conclusion, je vais terminer là-dessus, juste pour dire que voilà, cette dissonance cognitive, ce hiatus entre discours et pratique, encore une fois quotidienne, est aussi un défi pour le journalisme aujourd'hui contemporain. Et je dis ça parce qu'il y a eu récemment un édito dans le Guardian de Alan Rusbridger, le rédacteur en chef du Guardian, le journal britannique, qui expliquait l'importance cruciale du dérèglement climatique comme sujet aujourd'hui pour nous, et aussi à quel point c'est difficile d'en parler en tant que journaliste, et qu'au fond, il faut modifier sa logique professionnelle, sa manière de travailler pour en parler, sa conception de l'actualité. Pour réussir à mettre en une le climat, il faut changer complètement son rapport à l'actualité, qui est sans doute la colonne vertébrale idéologique la plus déterminante pour un journaliste. Et le livre de Naomi trace une voie, finalement, une manière, une réponse journalistique. Comment on parle de ça? Elle, sa manière, c'est de mêler enquête, reportage, récit personnel et de faire un livre, donc quelque chose qui reste finalement. Et donc, sur le climat, il est nécessaire d'enquêter, mais ça ne suffit pas. Et je dis ça en tant que journaliste à Mediapart, un journal qui place l'investigation vraiment au sommet de l'art d'informer. Mais en fait, il y a aussi besoin... Il y a aussi besoin de travailler sur les représentations, sur le cadre d'interprétation des informations et des révélations. Parce que sinon, elles n'ont pas d'impact. Elles se noient dans le flux des données. Pour nous, journalistes, ce que ça veut dire, je pense, c'est qu'il faut à la fois se décoller de l'agenda institutionnel, donc des déclarations de François Hollande, Manuel Valls et Ségolène Royal. Il faut à la fois se rapprocher du terrain, ne jamais se contenter des discours, et en même temps essayer de faire apparaître cette idéologie destructrice qui nourrit ce déni de réalité. Et ma dernière phrase sera de dire que je pense que cela passe par de nouvelles stratégies entre médias et ceux que certains appellent des sentinelles du climat, et que ces sentinelles du climat sont à la fois des militants de la justice environnementale, comme il y en a plein ici ce soir, des chercheurs, des entreprises, de renouvelables ou d'autres, des agents de l'État qui sont ulcérés par ce qu'ils voient et ce à quoi ils participent, et qui participent à le dénoncer, toutes ces personnes qui travaillent concrètement à faire advenir tous les changements, sauf le changement climatique. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. C'est également un grand honneur et un grand plaisir d'être ici à cette table et avec vous, car je pense vraiment que ce livre marquera une génération militante, une génération d'activistes sur le climat ou de sympathisants, de gens qui s'intéressent sur le climat, comme No Logo a marqué ma génération qui est venue à l'engagement militant avec le mouvement altermondialiste à la fin des années 90. Il cristallise vraiment en finalement quand même beaucoup de pages, et il cristallise vraiment les raisons et le cheminement de beaucoup d'entre nous, de militants qui, comme moi, comme beaucoup de membres d'Attaque, n'étaient pas initialement sur cet engagement-là de la lutte contre les dérèglements climatiques, mais qui y sont venus petit à petit et qui y sont venus ces 10 dernières années.
Et ce basculement de toute une génération de militants qui étaient plutôt centrés sur les grands agendas du commerce international, de la finance, et qui se mettent à suivre les dérèglements climatiques, c'est pas simplement pour venir avec leur propre agenda, c'est pour tenter de travailler les deux en même temps, les deux comme le fait Naomi. J'ai la tâche ce soir d'expliquer rapidement qu'est-ce qu'on peut attendre de la conférence climat de Paris de la fin de l'année, et donc d'expliquer ce que sont des attentes légitimes par rapport à ces négociations et les raisons pour lesquelles il faut qu'on prenne le temps et qu'on investisse sur la construction d'un véritable mouvement pour la justice climatique. François Hollande annonce vouloir laisser sa trace dans l'histoire à travers une conférence et un accord qu'il annonce comme historique. On peut rigoler, et la première fois que j'ai entendu dire ça, j'ai aussi souri comme vous, ou sinon on peut se rendre compte qu'également en 2009, déjà, à Copenhague, ce devait être une conférence historique. Elle intervenait juste après l'élection d'Obama, juste après les engagements du G8 de l'Aquila en Italie, et Copenhague fut présenté comme le sommet de la dernière chance, celui qui devait sauver le climat. Et le retour de bâton a été relativement terrible, parce qu'on a tous contribué à cette histoire-là, directement ou indirectement, et Copenhague a substitué la sidération à l'espérance et la résignation à la mobilisation. Et du coup, tout mon propos, c'est d'essayer de partir de cet exemple-là, de s'en souvenir, pour amener à plus de modestie, plus de lucidité, mais qui dit plus de lucidité ne dit pas moins d'ambition. Et être lucide vis-à-vis des dérèglements climatiques et des négociations actuelles implique de reconnaître que ces négociations ne sauveront pas le climat. On ne sauvera pas le climat à Paris, pas plus qu'on l'a sauvé à Copenhague. Ou en tout cas, on ne le sauvera pas dans les négociations. Parce que les négociations n'ont pas débuté à Paris, elles ne débuteront pas à Paris. Nous avons aujourd'hui le texte de base des négociations en train de se faire. Depuis que ces négociations existent, comme Naomi l'a dit, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 60% en 20 ans. Alors il est bien entendu toujours possible de se battre sur la place des virgules dans le texte. Il est toujours possible de se battre contre les propositions les plus inacceptables. Mais il n'y a rien dans ce texte, dans ce document-là, qui permette réellement aujourd'hui de changer la donne en matière de climat. Par exemple, l'option qui est largement développée dans le texte, le livre de Naomi, visant à laisser 2/3 ou 3/4 des réserves d'énergie fossile dans le sol, parce que ce sont les faits scientifiques qui l'exigent aujourd'hui, cette option-là ne fait pas partie du texte de négociation. Il ne faut pas penser que les négociations sauveront le climat, parce qu'aucun pays n'est à la hauteur des enjeux. L'Union européenne n'est plus le leader, a perdu tout leadership climatique, et les pays du Sud, soit parce qu'ils manquent d'ambition, soit de pouvoir d'influence, n'auront pas la réelle possibilité de transformer les négociations. Ces négociations ne sauveront pas le climat parce que les négociations dépendent de réalités économiques et géopolitiques qui noient les défis climatiques sous d'autres considérations. Ces négociations, parce que les promoteurs du business as usual sont puissants et entretiennent l'illusion selon laquelle il serait possible finalement de lutter contre les dérèglements climatiques sans ne rien changer, font que ces négociations ne permettront pas, de notre point de vue, d'être à la hauteur des enjeux. Et également, mais ça a été développé par Naomi et j'y reviendrai pas plus précisément, parce que les politiques de libéralisation et d'investissement bloquent toute possibilité réelle de transition écologique, de transition énergétique et sociale. Et donc faire preuve de lucidité nécessite de se rendre compte qu'il n'y aura pas d'accord contraignant à la hauteur des enjeux et juste à Paris à la fin de ces négociations. Et ce sont les trois termes qui sont les exigences du mouvement pour la justice climatique. Il n'y aura pas d'accord contraignant parce que les États-Unis n'en veulent pas et d'autres puissances n'en veulent pas non plus. Il n'y aura pas d'accord à la hauteur des enjeux et tout le monde en convient aujourd'hui, y compris l'équipe de négociation française, parce qu'il ne satisfera pas aux exigences et aux objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre tels que les fixent les scientifiques du climat. Et enfin, si accord il y a, il ne sera pas juste. Les financements qui sont sur la table aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des enjeux et les gouvernements se tournent vers les multinationales et le secteur financier, pourtant à l'origine de la crise climatique, pour financer la lutte contre les dérèglements climatiques. Une anecdote, semaine dernière, réunion du Green Climate Fund qui vient de décider qu'il était possible, sur la base de ces financements de climat, de continuer à financer les centrales au charbon à l'échelle internationale. Faire preuve de lucidité, c'est également reconnaître que l'avenir du climat donc, ne dépend pas des seules négociations de l'ONU sur le changement climatique. Et du coup, et ça a été exprimé, ce qui se joue dans les négociations commerciales, dans les négociations sur la libéralisation des investissements, à travers les accords tels que TAFTA, CETA, les accords avec les États-Unis et le Canada, sont l'avancée réelle d'un agenda climaticide
qui vient contrevenir à la lutte contre les dérèglements climatiques en parallèle de ces négociations. Et quand François Hollande dit quasiment dans la même phrase qu'il veut un accord historique à Paris à la fin de l'année, mais qu'il veut un accord historique de libéralisation du commerce et des investissements avec les États-Unis, il y a un historique de trop. Et entre TAFTA et climat, il faut choisir. Entre TAFTA et climat, il faut choisir. Nous avons choisi, et c'est tout l'enjeu des prochains mois, de faire monter cette question très fortement dans le débat public et exiger du gouvernement français qu'il choisisse réellement s'il veut qu'on prenne au sérieux ses déclarations de lutte en matière de lutte contre les dérèglements climatiques. Être lucide sur les négociations et les pays qui négocient donc n'implique pas pourtant à se résigner. Bloquer TAFTA, bloquer CETA, ces accords-là seraient une immense victoire pour le climat. Et nous devons les bloquer pour cette raison-là. Prendre au mot les engagements d'exemplarité de François Hollande et du gouvernement français en matière de lutte contre les dérèglements climatiques implique de gagner toute une série de batailles dans l'année. Nous devons obtenir la fin des subventions aux énergies fossiles. Nous devons obtenir l'abandon des projets nocifs pour le climat, aéroports, autoroutes, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Et nous devons également faire avancer cette bataille clé pour le désinvestissement des énergies fossiles. Et donc je vous invite, à ce titre-là, pour ne pas faire plus long, à lire la tribune que Naomi, Bill McKibben et Nicolas Héranger, pas présent ce soir, viennent de publier dans Le Monde cet après-midi, pour expliquer en quoi le mouvement pour le désinvestissement des énergies fossiles est absolument clé si nous voulons déconstruire les forces qui aujourd'hui empêchent toute lutte véritable contre les dérèglements climatiques. Notre pouvoir d'agir ne se réduit pas à bloquer les projets climaticides. Et il est beaucoup plus important qu'on l'imagine, et je vais finir avec quelques idées. Comme ce fut le cas pour toutes les grandes victoires sociales, y compris la sécurité sociale, et nous devrions revisiter comment on a obtenu la sécurité sociale dans l'histoire, la transition écologique et sociale sera le fruit d'une riche histoire d'expériences alternatives et citoyennes qui s'inscrivent dans la construction d'un rapport de force sociale et politique de longue haleine. Et donc du coup, ces milliers d'innovations sociales et écologiques mises en œuvre dans nos quartiers et nos territoires pour vivre mieux, pour habiter mieux, pour manger mieux, pour se déplacer mieux, construisent le monde de demain et font réellement partie de l'agenda de transformation que nous voulons mettre en œuvre. Être lucide, ça impose forcément d'être radical, Naomi l'a expliqué. Être lucide, c'est être ambitieux. Ne nous limitons pas à appeler les gouvernements à agir face au dérèglement climatique. Ne nous limitons pas à appeler les gouvernements récalcitrants à passer à l'action. Ces déclarations-là peuvent donner l'impression qu'on agit en matière de climat, mais finalement elles sont vaines parce qu'ils sont récalcitrants et qu'ils ne veulent pas modifier le business as usual. Et donc du coup, avoir l'ambition, c'est imposer notre propre agenda, nos propres grilles de lecture, nos propres solutions. Et nous le ferons à travers les mobilisations que nous allons renforcer d'ici à Paris, notamment les week-ends des 30 et 31 mai et des 26 et 27 septembre, qui sont des journées de mobilisation internationale. Nous le ferons à travers les manifestations et actions de désobéissance civile de masse que nous allons organiser à Paris en décembre, et auxquelles vous êtes bien entendu toutes et tous invités, notamment pour avoir le dernier mot et ne pas être spectateur de la fin des négociations, ne pas être simplement dans le commentaire et dans l'attente d'un accord, mais être réellement acteur et pouvoir scander ce qu'est la véritable lecture de l'accord qui sera fait à Paris et de ce qui doit être mis en œuvre dans les semaines et les mois suivants pour réellement être à la hauteur de la lutte contre les dérèglements climatiques. Et nous le ferons également donc du coup à travers les engagements que nous prendrons pour 2016. Finalement, Paris 2015, c'est peut-être moins regarder la technicité des négociations, moins regarder ce qui se passe dans les négociations, ne pas commenter et être toujours spectateur de ces négociations, et par contre se servir de Paris 2015 pour renforcer les processus de type Blocadia et gagner toute une série de batailles clés contre les projets climaticides inutiles. C'est se servir de Paris 2015 pour mettre en avant et promouvoir les alternatives que nous portons face au dérèglement climatique et donc renforcer les processus Alternativa. Blocadia et Alternativa sont les deux piliers de la justice climatique et c'est avec ces piliers-là que nous avancerons pour lutter face au dérèglement climatique. Servons-nous de Paris 2015, et j'en finis là, pour faire converger les mouvements pour la justice climatique et les mouvements contre l'austérité en Europe, pour écrire une nouvelle page, celle de sociétés plus agréables à vivre, plus conviviales, plus solidaires, plus justes et plus humaines, comme nous y invite le processus Alternativa dans sa déclaration inaugurale. Je vous remercie. Merci Jade.
On va passer à quelques questions à Naomi. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées ici. Vous n'êtes pas obligé de les écrire en anglais, je précise. Ça ne simplifie pas forcément notre travail. Alors, je vais essayer une petite synthèse de quelques questions. On va en poser quelques-unes. Une première très bien, c'est quand est-ce que vous vous présentez aux élections, Naomi? Il y a beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on peut faire chacun, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, comment peut-on toucher l'opinion publique mondiale, comment agir localement sur un enjeu mondial, et puis est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose des politiques, et quelles actions concrètes peut-on mener au quotidien? Donc ça fait un gros paquet que je vais vous laisser répondre déjà à cette première question. Et une question quand même qui est autour de ça, c'est l'action non violente suffit-elle, vu la situation de crise, et doit-on envisager d'autres méthodes? Well, first of all, I'd just like to thank Jad and Maxime for their wonderful interventions and for their incredible work. They're both people who I have known for a long time and respect enormously. And I would also like to say that Jad's book on climate change is brilliant. And you should read it as well. But I was just remembering actually that, you know, I've known Jad for a long time. In fact, I met her when No Logo first came out and she was working at Les Errants. And, you know, I get this question sometimes from journalists of like, well, when did you start caring about climate change? And the truth is, this is the same conversation we've been having for a long time, which is essentially about the insane role that consumption plays in our lives. It's another way of looking at it. We now understand the stakes are even higher than we knew, but it's such an honor to be part of this movement with you for so long. So when I published No Logo all those years ago, and it's very embarrassing that media outlets in France keep running pictures of me from 15 years ago. When I would give talks about No Logo, the first question was always, what can I buy? And my answer was, we can't shop our way out of this. This is about systems. And I think that this question that we ask a lot about climate change, what can one person do? What can I do? It's a good question and it comes from a good place. But I think it is also an expression of the crisis itself, that we don't think about what we can do together. The truth is, we are up against a planetary crisis that is multi-layered. The idea that one person could do something, recycle, you know, ride their bicycle, and it would change it, is crazy. And it is an expression of the war that has been waged on the collective sphere for these past decades. This isn't to say that those small things, the way we change our behavior, and also, more importantly, the way we change how we think, don't matter. They do matter. We have to change how we think if we're going to change the world. But also, those actions that we take as individuals, I think, help to close the cognitive dissonance that Jad spoke of earlier. So, you know, the reason I haven't given a speech in Paris in 8 years is because I've cut the amount of flying I do to 1/10 of what it was before. So I don't do that kind of travel anymore, although I'm doing it now. But we can't confuse those actions with being the solution. But this is why I find it so exciting that we have this wave of climate activism that comes out of that desire to do more than simply act as individuals. That's what I think that the fossil fuel divestment movement is an expression of that, and so are these movements that we're calling Blockadia, where people are stopping fracking in their backyard, or an oil pipeline, or an airport. These are things that we can only do in community, in groups of people.
And it does require direct action. It does require civil disobedience. And I mean, personally, you know, even though sometimes people think I'm this big troublemaker, one of my great shames is that I had never been arrested at a protest until I protested the Keystone XL pipeline carrying tar sands oil 4 years ago. So that action against the Keystone XL pipeline was really interesting because it marked a kind of new era of civil disobedience in the face of the climate crisis in the United States. And more than 1,000 people were arrested outside the White House, and many more have been arrested since. But what it was an incredible mix of people who were arrested, including several very prominent climate scientists. And I think that, you know, James Hansen, for instance, who's probably the most famous climate scientist in the world, has been arrested, I think 5 times now, trying to block coal plants and tar sands pipelines. And I think it's not so much that we think that getting arrested is going to change everything, but it's part of bringing our actions in line with the urgency that we feel. And that makes us feel stronger and saner in the face of this insanity. Une question qui semble importante, c'est comment on embarque l'ensemble des personnes dans cette mobilisation, et notamment comment on obtient le soutien des chômeurs et des précaires dans cette transition vers dans ce changement radical. Une autre question a trait à la dette. En Europe, on nous dit qu'il n'y a pas de fonds publics pour la transition écologique parce qu'on doit payer la dette publique. Que répondre à ça? Et puis, 2 rapides questions sur la croissance verte. On entend beaucoup parler en France de croissance verte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est compatible? Et puis, il semblerait qu'il y a une partie du fan club de Jérémy Rifkin dans la salle qui nous demande qu'est-ce que vous pensez du modèle qu'il propose autour de l'économie du partage et de la gratuité. Est-ce une solution? I think there's a lot of interesting things in Rifkin's new book. I'm less hopeful about the 3D printer than he is. But certainly a real sharing economy and not the commercialized sharing economy is an expression of the fact, I think, that people do want to live differently, do want to consume less. It's just that it's being co-opted very rapidly. So I think that this discourse of green growth, the croissance verte, is it's another example of the change. How do we change without changing? You know, I've read all of the reports, and the truth is that they are not looking at the numbers. They are not looking at the short-term need to cut emissions by between 8 and 10%. They completely ignore that imperative in favor of this discourse of win-win, and there's just going to be lots of good green jobs, and they don't confront the fact that there also are losses. There are contractions as part of this transition, big contractions, which is why there needs to be a plan for that contraction to be a just one. For people who lose their jobs, for instance, mining coal, to get jobs in renewable energy and energy efficiency. And in fact, they are very well situated for those jobs, but there has to be a plan to retrain them. And there are going to be huge losses from some of the most powerful businesses in the world. And that's the fact that is always glossed over in this green growth discourse. The question about the lack of public funds, I mean, this is a choice not to have funds for this transition. It's the result of a choice not to go where the money is. And, you know, I have a long list in the book of all the ways in which we could raise the money to pay for this transition. And much of it is familiar, and the reason why I focus on ideology is because the problem is not that we don't know where the money is. The problem is that we have an ideological barrier and a huge power imbalance at the moment telling us we can't get that money. But so, I mean, the obvious places to get the money, as Maxime said, you start by eliminating fossil fuel subsidies. You can impose a progressive carbon tax. You can impose a luxury tax to make sure that you don't just pass the bill for the transition onto an already extremely stressed
working class and unemployed class. And this is what a lot of the green policies have done. And that is why they were rejected as soon as the economic crisis hit. Because it is true that a lot of green policies passed the bill on to consumers, and when people found themselves in economic crisis and they had just bailed out the banks, they didn't feel like bailing out the fossil fuel companies, nor should they. This is, to be honest with you, one of the reasons why I have a lot of hope for the fossil fuel divestment movement. I think the movement is important because it puts economic pressure on fossil fuel companies. But my greater interest is that it's delegitimizing the profits of the fossil fuel companies. And the next step in that argument, as far as I'm concerned, is that we, the public, need to get those profits to pay for the transition. It's not enough to just separate ourselves from the profits. We need to take those profits to pay for the mess made by these companies. So I think that the kinds of policies that will build bridges between the anti-austerity movements, the movements fighting for jobs and justice, are climate policies that put jobs at their center. And in the UK right now, there's a very good, strong campaign calling for 1 million climate jobs. And it's one of the better examples. There's also a campaign like it in South Africa of breaking down these false barriers between the climate movement and the labor movement. There are always going to be tensions. There are always going to be unions that think that their job is to just protect the last dirty jobs left. But there are many more workers out there who would benefit from this transition. And the key is to get in the room together and hash out, discuss, as Maxime said, with lucidity, what does a just transition look like? It should be simple enough to fit on a postcard, and these discussions, thankfully, are starting to happen. Alors je vous propose que pour préserver la planète, on commence par préserver Naomi, qui est un petit peu malade. Je vais laisser la parole à Geneviève Hazan pour 2 mots de conclusion, et puis une conclusion par Naomi ensuite. Merci. Bon, en fait, je ne vais pas faire de conclusion, parce que je crois que ce que nous vivons, c'est un commencement. Ce n'est pas une conclusion. Nous ne voulons pas conclure, et nous espérons, Maxime l'a dit, qu'à travers ce livre, à travers tout le travail des activistes, nous espérons voir émerger un véritable mouvement pour la justice climatique au niveau international, local et international. Alors je crois que la meilleure façon de remercier Naomi pour tout le travail qu'elle fait, de remercier aussi tous les activistes, c'est finalement d'amplifier l'engagement. D'amplifier l'engagement au sein de ce qu'elle appelle, moi je trouve vraiment c'est une trouvaille, la Blocadia. Ça évoque des anciennes utopies, très anciennes, hein, du 15e, 16e siècle, qui étaient des utopies abstraites. Là, dans Blocadi, dans ces territoires-là, ce sont des utopies concrètes qui se construisent. Et donc, je crois qu'on peut remercier et amplifier le mouvement en s'engageant dans ces territoires de lutte qui sont à l'intersection de l'écologique, du social, de l'éthique et de l'esthétique. Mais cet engagement, nous devons le réaliser tout de suite. En effet, nous sommes dans la décennie 0, et ceci est très bien expliqué dans le livre. C'est-à-dire que si nous ne prenons pas, dans cette décennie-ci, des mesures radicales pour infléchir le train du changement climatique, là, ça pourra être trop tard pour empêcher l'emballement climatique. Donc, c'est un engagement immédiat qui est requis. C'est aussi un engagement résolu. Pourquoi? Et c'est très bien expliqué dans le livre. Nous ne pouvons plus envisager une transition lente. Voilà pourquoi d'ailleurs parfois le terme transition, comme d'ailleurs celui de réforme, est complètement dévoyé, parce que s'il est un terme juste, effectivement, nous devons passer d'un état à un autre. La transition aujourd'hui s'étiole dans des processus extrêmement longs. Non, nous n'avons plus le temps. Il faut qu'il y ait non seulement de transition, mais aussi des ruptures. Donc, la Blocadi est partout.
Elle est autour de nous, la blocadie. Elle est dans toutes les luttes qui ont été citées ici, je ne les répète pas. J'en ajoute quelques-unes. Peut-être c'est la déformation attaque. Ce sont aussi les luttes contre les banques et les instituts financiers qui financent les projets climaticides. Ça aussi, c'est à notre portée. Et dans tous les cas, ce qu'on trouve dans Blocadie, qu'on ne trouvait pas peut-être dans les anciennes utopies, c'est que ce sont des choses à notre portée. On n'est pas dans l'abstrait, on est dans des choses extrêmement concrètes. Et des choses sur lesquelles nous pouvons gagner. Il y a quelques victoires qui sont retracées dans ce livre. Donc à la fois des résistances, nous l'avons dit, mais aussi des alternatives. C'est en particulier tous les processus, ce n'est pas un événement, c'est un processus qui se construit autour d'Alternativa, Alternativa Île-de-France à la mi-septembre, un Alternativa planétaire, nous espérons, en décembre 2015 à Paris. Et pour vraiment conclure, je voudrais dire que, comme l'écrit Naomi Klein dans ce livre, ce ne sont pas les discours économistes qui vont nous donner l'enthousiasme, les calculs entre ce qu'il faudra payer si on ne fait rien et le coût du changement climatique. Nous sommes dans un autre type de combat. C'est un combat pour la vie que nous menons. C'est un combat pour la vie, et je me souviens, justement, puisqu'on a parlé du néolibéralisme, du sous-commandant Marcos qui disait, dans les années 1990, toutes les luttes contre le néolibéralisme sont des luttes pour la vie. Nous luttons pour la vie, nous nous opposons à la thanatopolitique, aux politiques de mort, aux politiques de destruction, qui sont aujourd'hui les politiques qui permettent de faire du profit, d'où on tire la valeur. Donc c'est un combat pour la vie. C'est un immense défi, bien sûr. C'est un combat, je le disais, qui est au croisement de la politique, de l'éthique, de la morale, dit Naomi dans son livre, de la morale, de l'esthétique, et au lieu de l'aliénation au monde qu'a produit le néolibéralisme, en nous laissant croire que nous, individus autopuissants, autofabriqués, nous étions absolument tout-puissants. Au lieu de cette aliénation au monde commun, c'est au contraire l'amour du monde, comme nous le dit Naomi, que nous devons aussi mettre en avant. C'est parce que nous aimons ce monde-là aussi. Nous aimons la vie. Et ce monde, dans toutes ses dimensions, que les luttes contre le changement climatique peuvent redessiner un horizon. Peuvent redessiner un horizon à la fois pour agir et pour penser. Et nous sommes dans une université. Je sais qu'il y a des générations jeunes ici. Et je pense justement que ce nouvel horizon de vie, de pensée, de réflexion et d'action, ça doit être un combat aussi enthousiasmant que celui qui fut celui de la fin du XIXe siècle, autour de ces grands idéaux qu'on avait appelés le communisme. Je parle des idéaux, je ne parle pas de la réalisation qui a été faite. Eh bien, je pense que nous sommes à ce moment-là aussi dans notre histoire. Et nous savons que même si c'est dur, même s'il y a des menaces absolument terribles, nous savons que l'humanité, souvent dans les moments les plus terribles, a toujours laissé ces étincelles de vie à partir desquelles on a pu reconstruire. Donc voilà, c'est un message d'espoir que nous donne ce livre, et je crois que c'est celui-là qu'il faut qu'on transmette. Je laisse le mot de conclusion à Naomi. Thank you for those beautiful words, those very moving words. I just want to end with a final thought. You know, you've heard all of us be very critical of the French government and the UN process. But I want to be very clear that the message we're trying to send is not that this summit doesn't matter and that you should just go home and ignore it. It is important because a big spotlight is going to shine on this city, and this city is also going to be handed a very large megaphone to talk about climate change after many years of ignoring it.
So I think that among other things, the way we should think about the summit in Paris is as a giant stage. And we all have to ask ourselves, what are we going to do on it? How are we going to act? How are we going to use this very, very precious space? And it's going to take all the creativity of people in this room and many, many other rooms. This is not something that can be outsourced to the environmentalists, to the scientists. It takes everybody. Our slogan in New York was, to change everything, we need everybody. Yeah. So I end the book with a conversation I had with Alexis Tsipras a couple of years ago. And I asked some friends in Athens, what should I ask Tsipras when I meet him tomorrow? And my friend said, ask him, history knocked, did you answer? So history is knocking at your door, Paris. You must answer. We all must answer.